Salut à tous. Vous avez un projet de construction ou de rénovation. Vous voulez que votre habitat soit confortable, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, je vous présente l'excellent livre La conception bioclimatique de Samuel Courget et de Jean-Pierre Oliva aux éditions Terre Vivante. Cet ouvrage concret est une référence utilisée par de nombreux professionnels dans le domaine. Il vous donnera les stratégies à adopter pour réaliser une maison tirant parti au mieux de son environnement et de l'énergie solaire. Les auteurs nous sensibilisent dans l'importance de nos choix. Avant de se lancer dans un projet d'éco-construction, il faut savoir se poser les bonnes questions. Existe-t-il des matériaux locaux ? Le lieu du projet n'est-il pas trop éloigné des commodités, école, travail ? Est-il possible de faire un habitat groupé pour diminuer les surfaces à isoler, mutualiser les équipements, favoriser l'entraide et par conséquent réduire les coûts ? D'autre part, notre rapport à l'habitation doit être raisonné. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre qu'il faut construire ou rénover autrement pour diminuer notre dépendance énergétique, pour prendre soin de notre santé et de notre environnement. Il est tout aussi important d'habiter autrement, car notre comportement joue un rôle essentiel. En effet, surchauffer l'air intérieur, laisser inutilement certains appareils en veille ou utiliser certains appareils ménagers mal entretenus augmentera la consommation. De même, utiliser des produits d'entretien nocifs peut fortement dégrader l'atmosphère saine d'une maison en matériaux naturels. Il faut également adopter une logique de vie tenant compte des éléments extérieurs. Avoir une température de l'habitat finement régulée à 22 degrés toute l'année n'est pas synonyme de progrès, ni même de confort, et demande un surplus d'énergie. Mais pourquoi sommes-nous autant attachés à la température de l'air intérieur ? Le bien-être thermique dépend d'une grande quantité de paramètres. Nous allons d'abord nous intéresser à la température. Une erreur souvent commise est de donner la priorité à la température de l'air qui, contrairement aux croyances établies, ne garantit pas le confort thermique. Un paramètre tout aussi important et souvent négligé est la température des parois. Il faut savoir que le corps humain, stabilisé à environ 37 degrés, échange en permanence sa chaleur avec son environnement. Dans la maison, il y a deux principaux phénomènes d'échange sur lesquels on peut faire levier. Le premier est la convection. C'est l'échange de chaleur entre le corps et l'air ambiant. Cet échange dépend de la différence de température entre l'air et la surface du corps, ainsi que de la vitesse et de l'humidité de l'air. Le deuxième, c'est le rayonnement. Le rayonnement est un phénomène d'échange de chaleur sans contact entre le corps et les surfaces environnantes. Un phénomène moins intuitif, mais dont nous avons tous déjà fait l'expérience. Quand vous êtes dehors, même par temps froid, dès que le soleil apparaît entre deux nuages, nous avons instantanément cette sensation de chaleur, alors que la température de l'air n'a pas changé. De même, lors d'une soirée fraîche, nous pouvons profiter de la chaleur d'un feu de camp, alors que la température ambiante peut être en dessous de 10 degrés. Dans ces deux cas, ce n'est pas l'air qui nous réchauffe, mais le rayonnement provenant de la source de chaleur, ici le soleil ou le feu. Au final, nous sommes sensibles à la température ressentie, qui est égale à la température de l'air, échangée par convection, plus la température de la paroi, échangée par radiation, divisée par 2. C'est donc bien la moyenne de ces deux températures. Exemple. Si la température de l'air dans la pièce est de 20 degrés et que la température des parois est de 14 degrés, la température ressentie sera de 17 degrés. Deuxième cas, toujours avec une température d'air de 20 degrés, si la température des parois est de 19 degrés, la température ressentie sera de 19,5 degrés. Au final, dans le premier cas, nous aurons plutôt la sensation de froid, et de l'autre, plutôt la sensation de chaleur. Dans le premier cas, avec nos parois à 14 degrés, si nous voulions avoir la même température ressentie de 19,5 degrés, il faudrait surchauffer l'air à 25 degrés, d'où l'importance de la température des parois souvent négligée. Nous allons maintenant voir comment les maîtriser. Pour avoir des parois intérieures chaudes en hiver et fraîches en été, il faut que l'enveloppe de la maison soit performante. En construction neuve comme en rénovation, il faut passer par plusieurs étapes. Premièrement, la résistance thermique des parois. Chaque matériau a plusieurs paramètres quantifiables, dont la conductivité thermique lambda qui va nous intéresser ici pour évaluer leur pouvoir isolant. Plus la valeur lambda est petite, et plus le matériau à épaisseur égale est isolant. Quelques exemples. Le lambda de la fibre de bois est égal à 0,04 watts par mètre Kelvin, celui du béton 1,8 watts par mètre Kelvin,
et celui du cuivre 380 watts par mètre Kelvin. À épaisseur égale, on se rend compte que le béton est 45 fois plus conducteur que la fibre de bois et le cuivre 9500 fois plus conducteur. La performance de la paroi dépend aussi de son épaisseur. Plus l'épaisseur de l'isolant est importante, et plus celui-ci sera performant. Au final, la résistance thermique R d'un isolant est égale à l'épaisseur divisée par le lambda. Quand le mur est fait de plusieurs matériaux différents, le R total sera égal à la somme des R de chaque élément. Plus le R est important, plus la paroi est performante. Dans les normes actuelles, on emploie plutôt le coefficient de transmission U, qui est égal à 1 sur R. Dans ce cas, plus le U est faible, plus la paroi est performante. Deuxième point, les ponts thermiques. La structure a également une grande importance dans la performance des parois. En effet, s'il y a discontinuité dans l'isolation due à la structure du bâtiment, nous nous retrouvons avec des ponts thermiques. Dans cet exemple, l'isolation est faite par l'intérieur et la dalle est en contact direct avec les murs extérieurs. La chaleur va donc fuir facilement vers l'extérieur par conduction dans la dalle, car elle ne sera freinée par aucun isolant. Nous nous retrouvons donc avec des points faibles dans l'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment. À ces endroits, en hiver, la température est plus basse que celle des surfaces environnantes. C'est souvent à cet endroit qu'on a des risques de condensation et donc de moisissure. Le but sera donc de minimiser les ponts thermiques en utilisant des méthodes de construction différentes. Dans ce même exemple, en isolant le bâtiment par l'extérieur, le problème de pont thermique disparaît. Troisième point, une bonne étanchéité à l'air de l'enveloppe est primordiale. En limitant les infiltrations d'air, on limite les déperditions thermiques ainsi que les risques de condensation. Pour y parvenir, il est important de soigner la mise en œuvre et les détails de construction. Une bonne continuité de l'isolant, une pose soignée, l'utilisation d'un pare-vapeur sont autant de solutions pour améliorer ce paramètre. Un test d'étanchéité à l'air peut être utile en neuf comme en rénovation pour détecter les défauts. Quatrième point, la qualité de mise en œuvre. Le savoir-faire des artisans affectera également la performance finale. Les spécifications des matériaux sont des données théoriques. Une mauvaise mise en œuvre peut affecter fortement leur performance. Un isolant trop tassé, par exemple, verra son lambda augmenter, car c'est souvent l'air piégé dans les porosités du matériau qui fait son pouvoir isolant. En le comprimant, moins d'air sera présent et il n'aura plus les mêmes propriétés. De même, si l'isolant est mal placé, il y aura discontinuité entre les matériaux avec des infiltrations d'air entraînant une chute des performances de la paroi. Dernier point, il y a d'autres propriétés des parois que j'aborderai dans d'autres vidéos plus en détail. L'inertie et le déphasage des matériaux, qui sont des véritables réserves d'énergie permettant de restituer les apports solaires en décalé dans le temps afin de lisser nos besoins en énergie durant la journée. La perspirance des murs, permettant une régulation hydrométrique de l'habitat, ou encore l'effusivité des matériaux de finition intérieure, dont le but sera d'augmenter ou de diminuer les échanges thermiques des parois. Avec une enveloppe performante, en plus d'éviter les transferts de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation, on garde les surfaces intérieures plus chaudes en hiver, mais aussi plus fraîches en été, ce qui a pour effet d'éviter de surchauffer en hiver, mais aussi de climatiser en été. Dans la deuxième vidéo, on étudiera des moyens d'augmenter les apports et de baisser les déperditions gratuitement. À bientôt!